a saludar lo primero en español desde la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos absolutamente a todos los que habéis mostrado interés para participar en este primer café científico y de la cultura en francés. Es un evento que nos llena de muchísimo orgullo el poder iniciar esta aventura de un ciclo de cafés científicos y de la cultura en francés. Et voilà, alors bienvenue à toutes et à tous. Cette première rencontre qui commence, qui fait le démarrage du cycle de café scientifique et de la culture qu'on a organisé à l'Université Autonome de Madrid. Comme disons aussi, on démarre avec un pôle francophone à notre université et grâce à l'appui à travers d'un projet défi de l'agence universitaire de la francophonie. Alors voilà, l'Université Autonome de Madrid s'est associée à l'agence, à l'AUF, qui vraiment est très enthousiaste à montrer cet appui à des universités qui ne sont pas francophones, mais qui ont vraiment un monde francophone dans des chercheurs, des étudiants, et donc de faire tout le possible pour organiser un pôle qu'on vous montrera. On est en train de démarrer, mais on a voulu vraiment commencer en ligne, même avec le virus qui nous a vraiment changé beaucoup de plans et d'idées, mais on va maintenir ces cafés scientifiques et de la culture pour vous tous qui aimez la science, qui aimez la connaissance qu'on fait, qu'on cherche à l'Université Autonome de Madrid. Alors, on démarre avec ces cafés scientifiques et en même temps, on développera une page web et un blog et enfin et tous les outils qui vont nous permettre de nous rencontrer non seulement à ces cafés scientifiques qu'on va développer dès maintenant jusqu'à la fin de l'année, au moins de l'année 2021. Alors, merci beaucoup à l'AUF pour cet appui, pour cet enthousiasme pour enfin nous aider à montrer la francophonie et de nous exprimer en français et de montrer toutes nos activités en français. Alors, ce premier café scientifique, c'est vraiment la science. C'est Julien Frison, qui est chercheur postdoctoral à l'Institut de physique théorique de notre université et qui va nous parler de la masse, d'où vient la masse de notre monde. Alors, Julien, il a étudié à l'École normale de Lyon. Il a fait son doctorat à Marseille, au Centre de physique théorique de Lumini. Et vraiment, il a travaillé dans des instituts, des centres de recherche très importants. Le premier, au centre qui a le nom de Higgs à Edinburgh. C'est le Higgs Center for Theoretical Physics. Et là, il a fait son premier postdoc. Allez, il est parti au Japon, où on a développé des accélérateurs de particules de haute énergie très puissants. Et il est allé voilà, faire son deuxième postdoc. Et après, il a rejoint l'UAM, à cet institut de physique théorique
où il a fait son postdoc. Alors, Julien, merci beaucoup d'avoir montré ton intérêt pour ces cafés scientifiques, d'être avec nous et de vulgariser ces sujets qui ne sont pas faciles du tout, mais comme tous les amants, les chercheurs en physique théorique, je suis sûre que c'est ta passion et tu vas nous montrer, bien sûr, et tu vas nous aider à comprendre ces concepts tellement difficiles qui montrent notre monde, qui décrivent notre monde. Alors, merci beaucoup à tous. Je vais vous dire, avant de commencer, pardon, deux petits mots. On va enregistrer. Il y aura un petit message enfin, qui va vous montrer qu'on commence à enregistrer. S'il vous plaît, maintenez votre vidéo et votre micro off. Et si vous voulez poser des questions, je vous prie de les écrire sur le chat. Après, je les poserai à Julien. Et quand on finira dans 1 heure, on aura du temps pour ceux qui veulent vraiment entrer en contact avec Julien. Si ça ne vous embête pas, vous me mettez, je veux rester, je veux interagir avec Julien et on restera quelques 20 minutes après finir le café scientifique pour ce contact plus direct avec Julien. Alors, merci beaucoup et on commence. Merci Julien, quand tu voudras. Alors, je démarre ces slides. Donc, merci pour cette introduction, pour l'organisation et merci à tous nos spectateurs d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler en effet de la masse de notre monde et j'insiste déjà sur l'expression « notre monde ». Ça veut dire que je vais vous parler non pas du cosmos ou d'objets étranges, mais bien de la masse de vous, de moi, de cette table, d'objets très simples. Et j'insiste aussi sur le réellement dans ce titre parce que ça veut dire que en faisant ça, je vais aussi m'attaquer à un malentendu qui a quelquefois été diffusé dans les médias, la vulgarisation, tout ça, au sujet du boson de Higgs. Donc, le boson de Higgs, ça a été une découverte qui vient couronner un demi-siècle de recherche, qui aboutit à un prix Nobel en 2013, qui a été décerné aux 2 chercheurs qui ont l'idée de ce mécanisme, qui sont le Britannique Peter Higgs et le Belge, qu'on oublie souvent, François Englert, qui sont sur cette photo, avec la médaille à côté. Et c'est aussi un gros investissement, comme vous pouvez l'imaginer avec cette vue aérienne du LHC en fond d'écran. C'est un accélérateur construit notamment pour détecter le Higgs. On parle d'un tunnel de 27 km de long, de circonférence. Pour l'échelle, dites-vous que le petit étang derrière, c'est le lac Léman, juste à côté. Derrière, je crois que c'est le Mont Blanc tout au fond. Et donc, c'est un tunnel qui est fait de tout un tas d'aimants, de superconducteurs, et le long duquel on trouve au final 4 gros détecteurs qui sont là où se font les collisions de nos faisceaux de particules qui auront été accélérés tout le long du tunnel. Donc ces 4 points, ça va être Atlas, CMS, LHCb, Alice. Donc ici, on va parler de CMS et Atlas surtout. Ce sont les 2 premières expériences à avoir observé le boson de Higgs, ou plutôt les particules par lesquelles se sont désintégrés des signaux qu'on a clairement identifiés comme provenant du boson de Higgs. Donc, j'ai ici mis pour chaque expérience une photo d'un événement correspondant à un boson de Higgs observé. Ça peut paraître assez obscur, mais au milieu de tout ce nuage de différentes particules, on peut voir dans un cas, pour CMS, la production de 2 photons, qui sont les 2 traits verts, et pour Atlas, la production de 4 leptons, comme si c'était 4 électrons, disons, qui sont les 4 traits rouges. Et tout le travail des expérimentateurs va être de distinguer ce signal
à travers tout un bruit de fond qui va être toutes les petites particules que l'on voit en orange typiquement, qui vont donner tout un tas de signaux qui vont taper en différents endroits sur les détecteurs de ces grosses expériences, qui sont des machines qui, Atlas, ça fait 15 mètres de diamètre pour 21 mètres de long, et ça fait 14 000 tonnes. Atlas, c'est 22 mètres de diamètre pour 40 mètres de long et 7000 tonnes. Donc, c'est des objets très gros, beaucoup plus gros que le tunnel, que le tuyau dans lequel passent les protons accélérés, où il y a beaucoup de détecteurs différents, à partir desquels on va ensuite deviner quel a été le signal d'origine du Higgs. Donc, pourquoi c'est si important le Higgs? Je vais voir ça sous l'angle de quelles conséquences concrètes s'il n'existait pas. Alors, son premier rôle, c'est vraiment de donner une masse aux bosons W et Z. Sans s'occuper de qu'est-ce qu'ils sont, concrètement, ça voudrait dire que notre interaction nucléaire dite faible, elle deviendrait beaucoup plus forte. Des processus nucléaires comme la désintégration du neutron en proton ou la désintégration bêta, que vous connaissez peut-être, deviennent quasi instantanées. Et pour résumer, ça serait déjà très embêtant. Mais pire encore, il donne une masse à toutes les particules de manière générale, toutes les particules élémentaires, pardon, toutes les particules élémentaires, et j'expliquerai plus tard ce que particule élémentaire veut dire. Mais il y a deux cas particuliers que je vais souligner dans cette petite introduction, en les survolant. C'est tout d'abord, qu'est-ce qui se passerait si les masses des quarks disparaissaient? Alors, dans ce cas, ce qui se passerait, c'est que le proton deviendrait plus lourd que le neutron, et donc il deviendrait instable, parce qu'en physique, un système aura toujours tendance à aller vers son état d'énergie le plus bas, ici de masse le plus bas. Donc le proton serait instable, et en plus, puisque on a ce qu'on a dit on n'a plus les masses des bosons W et Z, cette instabilité fait qu'ils se désintégrerait quasi immédiatement. Donc il n'y aurait plus essentiellement de protons dans notre monde. Proton qui est aussi ce que les chimistes appellent l'ion H+. Et ce qui se passe pour le proton, ça serait essentiellement pareil pour tous les noyaux atomiques formés de protons. Et il y aurait donc plus de chimie possible. Plus de chimie possible veut dire plus de vie sur Terre telle qu'on la connaît. Donc c'est très embêtant. Par ailleurs, un autre exemple de particule qui perdrait sa masse, c'est l'électron. Un peu moins embêtant, mais le rayon de Bohr, qui est en quelque sorte la distance entre le noyau de l'atome et l'électron, il deviendrait infini. Donc on n'a plus des états liés entre le noyau et l'électron qui tourne autour. Ça devient vraiment très problématique pour la formation d'atomes et la chimie du vivant au final. Donc même si vous n'avez pas compris précisément les détails de ce que je viens de vous raconter, il doit être clair maintenant que tout notre monde, tel qu'on le connaît, s'écroulerait. La vie sans boson de Higgs n'est juste pas possible. Donc c'est important. Si on a fêté sa découverte, ce n'était pas juste parce qu'on a une justification pour justifier le prix exorbitant du LHC. C'est quelque chose d'important, d'intéressant. Mais par contre, d'un autre côté, ça n'aurait pas une grande influence sur ce dont je vais vous parler aujourd'hui, la masse de tout ce qui nous entoure. C'est une formule que j'ai trouvée dans divers journaux par laquelle ils font passer une certaine incompréhension du problème, qui est qu'il faut bien distinguer entre la masse des particules élémentaires, d'un côté, et au final la masse en général de tous nos objets. Voilà. Donc je vais essayer d'éclaircir cette confusion. Pour éclaircir un peu tout ça, on va revenir un peu au début, en termes des différentes échelles en jeu, et qu'est-ce qui est composé de quoi dans notre monde. L'objet de base auquel on va s'intéresser, c'est disons l'humain. Un humain, ça a une taille de l'ordre d'1 mètre, dans le type de réflexion que font les physiciens. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais de l'ordre d'1 mètre. Cet humain, il sera fait de différents organes, comme par exemple un cheveu. Un cheveu, ça fera de l'ordre de 100 microns de diamètre, soit 1/10 de millimètre. Et ensuite, c'est aussi plus ou moins la taille d'une cellule, qui n'est pas beaucoup plus petite, 10 à 100 microns globalement pour les eucaryotes. C'est quelque chose qui se voit bien par un simple microscope optique. C'est encore presque visible à l'œil nu dans un sens. Et tout ça va être composé de molécules
qui, sauf le cas des macromolécules que je vais mettre de côté, ça fait de l'ordre du nanomètre, tout ce qui est nanophysique, etc. C'est-à-dire un milliardième de mètre. Donc, ces molécules, elles sont faites d'atomes, qui, eux, sont faits, étape supérieure, de l'angstrom, qui est un dixième de milliardième de mètre. Et elles sont faites d'un nuage électronique, qu'on voit ici comme cette boule de dégradé noir, un nuage électronique au milieu duquel il y a un noyau beaucoup plus petit, environ 10 000 fois plus petit. Et ils sont liés ensemble par l'interaction électromagnétique, puisque l'électron a une charge négative, le noyau a des protons qui ont des charges positives. Donc, jusque-là, je pense que vous êtes encore relativement familiers tous avec cette image. Maintenant, je vais commencer à parler des échelles qui m'intéressent un peu plus. C'est des échelles, en réalité, dans lesquelles les dessins, tels que j'ai ici, ne veulent plus vraiment dire grand-chose. Il faut les comprendre plus comme des schémas d'objets mathématiques, qui peuvent après avoir des propriétés assez contre-intuitives. Donc, je reprends à mon noyau de l'atome. Le noyau de l'atome, il fait de l'ordre d'une dizaine de Fermi, donc 10-14 mètres, un centième de millionième de mètre, et il est composé essentiellement de deux types de nucléons. On appelle ça de manière générique les nucléons, et plus précisément, les deux types possibles, c'est les protons et les neutrons, qui sont liés ensemble dans le noyau par tout un ensemble de phénomènes dont l'interaction nucléaire forte, sur laquelle je vais me concentrer en particulier, mais bien un mélange de différents phénomènes qui font que tout ça tient ensemble. Et il y a aussi à cette échelle d'autres particules qui sont assez similaires, mais moins importantes, moins connues, dont je ne parlerai pas. Donc on a les protons et les neutrons, c'est notre avant-dernière étape. La différence entre les deux, c'est que, comme on peut voir à l'intérieur de cette image de proton, un proton, ça va être deux quarks de type up et un quark de type down. Tandis que le neutron, ça va être l'inverse, tout simplement. Et ce qui fait que la charge électrique des différents quarks dans le neutron, par exemple, va s'annuler. Parce que certains sont à 2 tiers et d'autres à moins 1 tiers. Et au final, quand on les combine comme ça en up, up, down, ça peut faire 0 pour le neutron. Ou alors, ça fera plus 1 pour le proton. Et donc, ces quarks auxquels on est arrivé au milieu de cette avant-dernière étape, et donc à la dernière étape, c'est ce qu'on appelle des particules élémentaires. C'est-à-dire, élémentaire, ça veut dire que dans l'état actuel de la science, en tout cas, peut-être que ça changera, mais dans l'état actuel de la science, on ne peut pas les découper en composants plus élémentaires qu'eux-mêmes. C'est là que s'arrête notre poupée russe. Donc on va regarder par la suite surtout ces deux dernières étapes, des particules élémentaires, quarks notamment, et de ces particules composites, comme le proton, en distinguant bien, faisant attention qu'il y a les particules élémentaires et composites. Le point important, c'est que c'est à cette étape des particules élémentaires, la dernière, que le Higgs va interagir. Avec les quarks directement et avec toutes sortes de particules élémentaires. C'est là que le Higgs crée la masse de ces particules élémentaires. Mais c'est à l'échelle d'après que se crée plus de 99% de la masse de notre humain, qui aura à chaque fois la contribution d'énergie d'une échelle, de l'autre échelle, etc., etc. Et tout va se sommer. Et à la fin, la contribution principale vient de ce qui se passe à l'intérieur des protons-neutrons. Donc, pour illustration, j'ai calculé, grosso modo, rapidement, qu'est-ce qu'il y a dans la masse d'un être humain, un être humain moyen de 80 kg. Donc, il se trouve que le boson de Higgs, le mécanisme de Higgs, est responsable d'environ 900 grammes de notre humain de 80 kg, principalement via la masse des particules élémentaires, des particules comme
les quarks, les électrons, surtout les quarks. Ensuite, on a 600 grammes qui sont dus à différents phénomènes d'interaction nucléaire, donc interaction entre les protons et les protons aussi au sein du noyau atomique. Et la grande majorité de cette énergie, ici 78,5 kg, ça va être simplement la formation des protons et neutrons, le mécanisme de formation de ces protons et neutrons par l'interaction nucléaire forte. Je précise que dans ce cas, on n'a pas besoin de parler de matière noire ou d'énergie noire, c'est simple, on parle d'objets de matière ordinaire, un être humain. Donc, ces 78,5 kg, disons, de l'être humain, ils vont être expliqués par ce confinement des quarks, qui est le phénomène responsable du fait que les quarks ne peuvent jamais être séparés. On ne peut jamais en observer un isolément. Ils sont toujours collés ensemble dans une sorte de glu. Et c'est pour ça que les particules auxquelles ça correspond, on va les appeler gluons. Et ces gluons peuvent même créer d'autres gluons. Ça va faire toute une soupe, une glu qui ne peut pas être séparée. Et plus on essaye de tirer sur cette corde, plus elle résiste, comme un élastique. Si on tire plus sur un élastique, ça va résister de plus en plus au fur et à mesure qu'on essaye de le pousser. C'est là que se met l'analogie. Et donc, si par hasard, on arrive à la faire casser, dans un certain sens, cette corde élastique de gluons, ce qui va se passer, c'est juste que les gluons vont créer de nouveaux quarks au milieu. Et au lieu d'avoir une bande élastique, on aura deux bandes élastiques, mais il y aura toujours cet élastique, cette glue, qui va nous confiner nos quarks, qui va les empêcher de sortir de ces états de matière. Donc ça, c'est un comportement qui est très différent, le comportement des gluons, qui est très différent du comportement des photons, auxquels on est plus habitué. Les photons qui sont les particules qui portent l'interaction électromagnétique, donc l'électricité et le magnétisme, un peu tout, et les ondes radio, n'importe quoi, la lumière, tout ça. Cette interaction entre les photons, elle est de plus en plus faible à mesure qu'on éloigne les charges ou des charges électriques ou des aimants. Si j'ai un aimant ici sur ma table et j'en ai un autre à Tombouctou, je sais que l'interaction entre les deux, elle sera négligeable. Pour l'interaction nucléaire forte, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire intervenir des mécanismes plus évolués pour mesurer le fait que l'interaction peut disparaître dans certaines conditions à grande distance. Et le phénomène important au final, ça va être ici, dans notre cas, que cette glu, elle pèse. C'est elle qui donne sa masse à un être humain, mais elle pèse pas parce que la glu elle-même, pas parce que les gluons elles-mêmes ont une masse, de la même manière que les photons, ils ont la propriété d'avoir en réalité une masse nulle, ils n'ont aucune masse. Mais elles pèsent du fait de la relation célèbre de relativité restreinte d'Einstein, que j'écris ici E étoile égale M, mais que vous connaissez peut-être sous la forme que j'aime un peu moins de E égale mc2. C'est-à-dire l'énergie dans le centre de masse, c'est la même chose que la masse. Si on a un objet qui bouge, il y a la masse plus une énergie cinétique. Mais un objet au repos, son énergie, sa masse, c'est la même chose. Donc, ces gluons qui ont une énergie d'interaction, ils produisent aussi une masse via cette interaction. Une masse qui est, au final, la masse de nos protons-neutrons, et en remontant d'échelle en échelle, ça devient la masse de notre être humain. Maintenant, ce confinement, il pose des problèmes de manière plus mathématique. C'est que ça nous embête avec la méthode des perturbations, qui est une méthode omniprésente en physique. On ne sait pas calculer grand-chose sans ça. On prend dans la méthode des perturbations un état comme point de référence,
on étudie les toutes petites variations, toutes petites infinitésimales autour de cet état de référence. C'est ça le principe. Donc, pour un électron, l'état de référence, c'est un électron libre. Pour les interactions électromagnétiques en général, on a comme un point de référence un électron libre, et cet électron, il va pouvoir émettre quelques petits photons, mais ça reste centré autour de ce point de référence, auquel on s'écarte un petit peu, avec des petits photons d'un petit peu d'énergie, d'un petit peu de machin. Mais pour le quark libre, il y a un problème. Le quark libre, ça n'existe pas. En tout cas, les quarks up et down, libre, ça n'existe pas. Comme je viens de l'expliquer, il y a ce phénomène de confinement. Donc, ce qui fait que la série, pour l'interaction électromagnétique, c'est bien organisé. Chaque fois qu'on veut émettre un photon de plus, c'est un phénomène qui est de moins en moins probable. Mais en ce que j'appelle ici QCD sur mon slide, donc l'interaction nucléaire forte, il n'y a aucune raison qu'un gluon ne crée pas plein d'autres gluons. Il n'y a pas d'ordre précis dans cette série de termes mathématiques qui rentrent en jeu. C'est un gros foutoir difficile à calculer. Donc notre solution face à ça, face à ce problème, ça va être la QCD sur réseau. En lattice, on appellera ça, en anglais, pardon, on appellera ça lattice QCD. Donc en français, QCD sur réseau. Et en espagnol, ça sera réticular. Donc cette solution, ça consiste à prendre un espace-temps, à remplacer mathématiquement notre espace-temps par un grillage, notre espace-temps continu remplacé par un grillage à 4 dimensions, qui sont 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Pour nous, c'est un peu pareil, le temps et l'espace, dans notre point de vue là, de physique des particules. Donc, comme on a maintenant un grillage, les quarks, ils ne peuvent plus vivre que sur les croisements de ce grillage. Comme on le voit sur cette image, les quarks, ce sont les petites boules violettes, tandis que les gluons, eux, vivent uniquement sur les liens, les gluons jaunes sur cette image, sur les liens entre les croisements. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est qu'on a un nombre de variables qui est toujours énorme, mais qui est dorénavant fini, alors qu'avant, on avait un nombre infini de variables. Donc, ces variables, c'est les valeurs de chaque champ de quark à chaque croisement de ce réseau, de ce grillage, et les valeurs aussi des champs de gluons. Donc, un champ de la même manière qu'un champ électromagnétique. On a, comme un champ magnétique va remplir en règle générale tout l'espace dans notre monde, eh bien, ici, il ne remplira que ce champ de quarks et de gluons ne remplira que des points bien déterminés. Donc, nombre de variables fini, ce que ça veut dire, c'est que c'est calculable sur ordinateur maintenant. C'est peut-être pas très pratique, ça peut prendre très très longtemps en pratique, mais en principe, c'est calculable sur ordinateur. Et une fois qu'on rendra notre réseau de plus en plus fin, de plus en plus similaire à notre espace-temps continu, plus similaire parce que de plus en plus, le quark pourra prendre n'importe quelle position, on va retrouver les équations habituelles de notre espace-temps continu, et donc on a des résultats qui seront applicables à notre vrai monde. Alors pour ça, on va utiliser des méthodes qui font partie des méthodes dites Monte-Carlo. Et ça va être ici la seule formule que je montrerai, mais ne paniquez pas, je vais essayer de vous expliquer. Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. Toutes les choses qu'on veut calculer ici ont tendance à être de cette forme, intégrale de OU exponentielle SUDU. L'intégrale, c'est une somme. Donc, on ne va pas se préoccuper des détails, c'est une somme. Je somme une certaine quantité sur toutes les configurations possibles, tous les états possibles que peut prendre mon champ, qui est ici cette variable U. Donc, je prends
toutes les valeurs possibles de U. À chaque valeur de U, je regarde quelle est la valeur de notre quantité O de U et du reste, et je somme tous ces termes. Donc, OU, c'est un observable ici qui représente n'importe quel observable, n'importe quelle chose physique, de n'importe quel objet. Par exemple, si je m'intéresse à l'énergie, je peux y insérer l'opérateur O qui représente la densité d'énergie des gluons. C'est un exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. La forme générale de la formule reste toujours la même. Et la partie en bleu aussi, c'est une partie qui reste commune à tous les calculs. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Ou ce S, quelque chose qui distingue uniquement la théorie. La théorie qui est ici notre théorie de l'interaction forte. Toutes les propriétés de la théorie sont dans ce S, plus ou moins. Donc la méthode Monte-Carlo, ça va correspondre à faire cette somme comme suit. On va répéter plusieurs fois le processus qu'on tire d'abord un U au hasard, entre guillemets. Tous les hasards ne se valent pas, mais au hasard, entre guillemets. Puis on va calculer la valeur de l'opérateur O de U. Donc imaginons par exemple qu'on veuille calculer sur une roulette de casino la somme de toutes les valeurs de toutes les cases. Bon, en réalité, on sait déjà le faire à la main, c'est très simple, c'est n plus 1 sur 2. Mais imaginons qu'on ne sache pas le résultat exact et qu'on veuille calculer ça numériquement avec un ordinateur, avec une simulation. Donc cet opérateur O de U, ça pourra être l'étiquette au-dessus de la case dans laquelle est tombée la boule que l'on a lancée. Donc à chaque tirage de U au hasard, on lance une boule, on lit sur quelle étiquette, sur quelle case est tombée, on lit la valeur de l'étiquette, et on somme au fur et à mesure, on répète encore et encore, et au bout d'un moment, la somme de tous ces termes va converger vers la vraie somme de toutes les étiquettes de toute la roue, multipliée par une constante qui ne nous importe pas. Et donc dans cette opération, dans notre cas de l'interaction nucléaire forte, le gros du calcul, ça va être le gros temps de calcul sur ordinateur, ça va être d'interpréter ce terme exponentiel SU du comme une probabilité. C'est-à-dire qu'on va rentrer ça dans la définition de qu'est-ce que c'est tirer un U au hasard. Et là, un détail qui n'est pas forcément très important à comprendre, mais que je trouve amusant, c'est qu'on fait tout cet effort, en réalité, ce gros du calcul pour calculer le vide. C'est-à-dire que une fois qu'on connaît les fluctuations quantiques du vide, qui sont toutes encodées dans ce terme bleu, eh bien, on peut en déduire relativement facilement les propriétés de n'importe quel objet fait de particules qu'on insérera de manière arbitraire dans ce terme rouge. Selon comment on change le terme rouge, on aura différents types de particules qu'on fera réagir ensemble avec cette théorie déterminée par le terme bleu. Bon, j'espère que ce n'est pas trop abscon. Et donc, à partir de ces outils que je viens de définir, c'est là que se développe mon domaine de recherche en général, qui est la QCD sur réseau. Ça fait partie d'autres domaines sur lesquels je ne travaille pas forcément directement, mais dans lesquels je m'insère, qui sont d'un côté la physique des particules, on parle aussi de physique des hautes énergies des fois, ou anciennement on parlait de physique subnucléaire, et de l'autre côté ça s'insère aussi dans la physique théorique, comme l'indique le nom de mon laboratoire, l'Institut de physique théorique. Donc, à l'intérieur de ce domaine, c'est un outil qui permet le calcul de nombreuses choses très très différentes. Pas juste la masse des protons et neutrons, qui ne représentent qu'un petit sujet parmi d'autres, mais plein d'autres trucs. En ce moment, par exemple, je travaille plus sur la physique des saveurs et les quarks lourds, mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, ça dérive essentiellement, ou dont j'ai déjà en partie parlé, ça dérive essentiellement d'un projet auquel j'ai participé en 2008, quand j'étais un tout jeune thésard à l'époque, avec mon directeur de thèse, Laurent Lelouch. J'imagine que vous pouvez deviner lequel des trois c'est. Pour moi, c'est déjà un peu plus difficile. À qui j'ai volé en partie l'idée de cette présentation.
Ça commence à faire quelques années maintenant que ce sujet tourne, mais je pense que ça reste quand même un sujet intéressant qui se vulgarise relativement bien par rapport à d'autres de notre domaine. Et dans notre papier de Science, sur lequel ça avait abouti, ce travail, on avait calculé la masse des principales particules composites qu'on appelle hadrons, les particules composites liées par l'interaction nucléaire forte. Ici, on va se concentrer uniquement sur le nucléon qui est celui qui est nommé N. Donc, c'est un seul de ces petits, de tous ces points sur le plot, sur le graphique en bas à droite, ont plein de particules différentes, dont N qui est le neutron et le proton. Et donc, sur ce graphique, tous les points rouges vont être les résultats que nous, on a calculés à partir de rien, à partir de la théorie de base et de l'ordinateur. Et on le compare à l'expérience qui correspond aux barres en noir, et ça correspondait parfaitement. Donc on peut bien calculer par l'ordinateur, prévoir les masses de ces particules composites. Dans notre calcul, contrairement au vrai monde, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut faire varier comme on veut la masse de nos quarks, indépendamment de sa valeur réelle. Donc, je rappelle que la masse des quarks, c'est la partie de notre masse une partie de notre masse qui est due au mécanisme de Higgs. Donc, cette partie due au mécanisme de Higgs, on peut la faire varier de manière arbitraire, comme si on pouvait faire varier l'intensité du Higgs dans un certain sens. Donc ici, on a un tonneau graphique où ça représente la masse d'un nucléon n en fonction de la masse du quark. La masse du quark, c'est plus ou moins ce nπ carré en abscisse dans l'axe X. Et dans l'autre axe, on a la masse du nucléon. Ne regardez pas le oméga, c'est un autre hadron, une autre particule. Donc on regarde bien le n, le nucléon, les gèves qu'on voit entre crochets, c'est une unité de masse ou d'énergie dans laquelle on va facilement exprimer les masses de ces objets d'un nucléon. Et la ligne pointillée qu'on voit tout à gauche du graphique, c'est là où est la vraie masse du quark physique de notre monde. Et nous, on a fait le calcul pour des masses beaucoup plus grandes que ça, beaucoup plus grandes. Plus petites, c'est plus compliqué à faire pour des raisons très techniques. Mais donc, ce qu'on voit ici, c'est que même si la masse du nucléon, la masse du quark est exagérée énormément, même si la masse du quark, on la multiplie par 10, par 20, finalement, la masse des protons et des neutrons, elle bouge relativement peu. Et si on regarde la différence entre la valeur dans le vrai monde qui croise la ligne pointillée ou la valeur un peu plus à gauche si ça a croisé la ligne du zéro de la masse du quark, ça serait quasiment la même valeur. C'est très difficile à distinguer. Donc voilà, ce mécanisme de Higgs contribue très peu, même indirectement, à la masse du neutron. Ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer de manière directe, comme ça. Et pour faire ces calculs, je vais commencer à parler un peu de nos outils qu'on a pour conclure. C'est donc, j'ai parlé d'ordinateurs. En fait, il faut parler de supercalculateurs. C'est des énormes ordinateurs. Et on a un site assez connu qui est top500.org qui fait le classement de toutes ces grosses machines, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des machines. Chaque pays en aura une ou deux typiquement, à part certains pays, où certains n'auront aucune. Et donc, c'est des grosses machines qui coûtent très cher. Et typiquement, ces dernières années, la place numéro 1, qui est une place très importante symboliquement, de celui qui a le plus gros supercalculateur, ça a souvent été un duel entre la Chine et les États-Unis. En ce moment, exceptionnellement, c'est le Japon qui est premier avec leur tout nouveau supercalculateur, le Fugaku. Et on voit que c'est une machine qui a 7,3 millions de cœurs dans ce tableau. J'ai fait des imprimés écrans de ce site que j'ai un peu trié ensuite. Donc, sur la partie gauche, vous voyez les premières places du classement. 7,3 millions de cœurs pour Fugaku. Un cœur, c'est comme le cœur de votre ordinateur de bureau.
Votre ordinateur de bureau, il va avoir peut-être 2 cœurs, 4 cœurs, 8 cœurs, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Ben, les supercalculateurs, ils vont utiliser à peu près, plus ou moins, les mêmes technologies, le même type de processeur, mais simplement, ça va être des processeurs avec beaucoup de corps, et surtout, il y aura beaucoup de processeurs qu'on va coller ensemble, qu'on va faire, qu'on va interfacer ensemble pour calculer ensemble, en parallèle, euh, un problème mathématique compliqué. Donc ensuite, on a vu qu'on a les États-Unis et la Chine, ça comme d'habitude dans ce classement. Si maintenant je regarde que la partie européenne, euh, ici j'ai mis tous les supercalculateurs européens, même ceux de l'industrie, même ceux de l'armement, même ceux de tout, en Union européenne. Euh, j'ai pas mis le Royaume-Uni, mais bizarrement, en ce moment, le Royaume-Uni n'est pas dans le haut du classement de toute façon, ils sont à l'arrache, ils sont largués. Habituellement, ils étaient plutôt pas trop mal classés, je ne sais pas pourquoi. Habituellement, dans le top, on voyait plutôt Royaume-Uni et Allemagne, surtout l'Allemagne. Donc l'Allemagne, on la voit bien dans ce classement ici qui est relativement haute, avec le Super MUC. Et il y a beaucoup d'Italie, mais en fait, 3 de ces machines, 2 des machines italiennes et une des machines françaises, c'est de l'industrie, c'est du pétrole. Et la dernière machine française, c'est du militaire. Donc en machine scientifique, s'il y en a 2, c'est la machine italienne. C'est assez impressionnant qu'ils soient arrivés à ce point, qu'ils aient eu les moyens d'avoir une telle machine en Italie, c'est pas très courant. Et la machine allemande, qui est quelque chose de plus attendu, ils ont plus de moyens pour ça. Maintenant, je me concentre plus précisément sur la France et l'Espagne et sur les machines dédiées à la recherche. Donc je vous montrerai quelques photos tout à l'heure. Alors, j'ai gardé Terra 1000, bien que ce soit, comme je disais, une machine uniquement militaire. À ma connaissance, elle est dédiée aux simulations d'explosion nucléaire, et c'est tout. Donc pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Maintenant, on a aussi Mare Nostrum en Espagne, qui est une assez belle machine, qui était 13e lors de son installation. C'était un effort assez important de la part de l'État espagnol. Elle est installée à Barcelone. Donc elle était 13e, mais tout ça va très vite. Donc 3 ans plus tard, elle est déjà tombée 37e du classement. Et en France, il y a 2 machines, 2 séries de machines. Il y a d'un côté Joliot-Curie, de l'autre côté Jean Zay, parce que ça se tire un peu dans les pattes, toujours entre CEA et CNRS. Donc voilà, Joliot-Curie, Mare Nostrum, Jean Zay, c'est les 3 machines dont on dispose en France et en Espagne pour faire de la recherche essentiellement. Et c'est des machines qui sont quand même assez puissantes, mais on voit que ça reste environ 50 fois en dessous de la grosse machine japonaise. Donc on n'a pas les mêmes moyens, ou on ne met pas les mêmes moyens. Au-delà de ça, on a aussi une initiative européenne qui s'appelle PRACE, qui essaie de mettre plus ou moins en commun une certaine partie des machines de tous les pays de l'Union européenne. Ça peut profiter aux pays qui n'ont pas de machines ou qui n'en ont pas beaucoup. Il y a moyen d'obtenir un petit peu de temps de calcul avec ça aussi. Ah, et s'il y a des francophones qui nous écoutent de la Suisse, il y a aussi une machine suisse, je ne l'ai pas mis dans la liste. Pas d'autres pays francophones. Donc, pour terminer, on va montrer les images. Ici, c'est donc Mare Nostrum, la machine de l'État espagnol, qui est dans la chapelle Torre Girone. Donc, ça fait d'assez belles photos, qui est sur un campus. Chapelle désaffectée, bien sûr, ça ne sert plus à l'office. Bon, je ne sais pas comment ils appellent ça, les chrétiens. Donc vous voyez la machine un peu qui fait la taille de toute une chapelle, qui remplit bien l'espace, avec des grosses boîtes qui font la taille d'une porte d'église. Ces grosses boîtes, ces armoires, elles sont toutes connectées ensemble et elles contiennent un certain nombre de tiroirs qui sont, on appelle ça des racks, donc des tiroirs, qui sont eux aussi connectés ensemble. Et chaque tiroir, ça va être plus ou moins comme un vrai ordinateur, comme un ordinateur que vous avez chez vous, voire un ordinateur déjà assez puissant. Et on va les relier ensemble avec des connexions très, très efficaces. Ce n'est pas votre Wi-Fi de chez vous, pour qu'ils puissent bien travailler ensemble. Donc voilà, grosse machine, belle photo.
c'est un budget qui, je crois, coûte, pour celle-là, plus quelques petites autres machines, c'est 30 millions d'euros par an, je crois. Donc, c'est assez important, même si on est assez loin du milliard d'euros et quelques pour le LHC. Mais là, c'est 30 millions par pays. De la même manière, pour la France, c'est, je crois, environ 50 millions par pays. Donc, si on multiplie par tous les pays, ça fait que l'effort de calcul est quand même non négligeable. Il n'y a pas que l'effort de construire le LHC, il y a aussi cet effort-là. Et maintenant, pour la France, on a Jean Zay. Jean Zay, c'est la machine du CNRS. Jean Zay, qui était un ministre du Front populaire, qui a été qui a participé à la création du CNRS, entre autres choses. Il est toujours relativement populaire en France. Donc, c'est un peu moins beau comme photo, mais on voit qu'on fait toujours un petit peu attention à l'esthétique de nos machines, supercalculateurs. C'est très, très courant qu'on ait des belles photos comme ça. Donc là, dans un local un peu plus blanc, neutre. Et on a de l'autre côté CEA, on a Joliot-Curie. Là, ils ont fait appel à un artiste, à un graffeur pour dessiner les deux que vous voyez ici. Donc les époux Joliot-Curie, il y en a une, c'est Irène, c'est la plus connue, et c'est la fille des époux Curie de PMC. Et l'autre, son mari, donc. Donc elle aussi, elle était ministre, elle était secrétaire d'État du Front populaire. C'était une des premières secrétaires d'État femmes, et elle a participé à la création du CEA, d'où le fait qu'elle soit sur ce supercalculateur. Donc, encore une fois, un gros truc qui remplit une salle entière et qui est utilisé par divers scientifiques, peut-être encore plus celui du CNRS que celui du CEA. C'est utilisé par plein de types de domaines de recherche différents. Je pense qu'il y a 10 ans, on était encore, nous, un des principaux utilisateurs de loin. Mais ces dernières années, ça s'est sans doute beaucoup diversifié. Il y a beaucoup de domaines différents de la science qui vont, ou même des sciences humaines, y compris, pourquoi pas, qui vont utiliser des machines comme ça pour calculer toutes sortes de trucs. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'efforts de coordination de tout ça. Une structure qui, par exemple, c'est le GENSI en France qui coordonne toutes les machines. Et puis Prex pour l'Europe, etc. On n'a pas juste une machine rien que pour nous. Et voilà, donc sur ces belles photos, on peut conclure maintenant. Donc ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai raconté, c'est que la découverte du Higgs, oui, ça a été quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important et d'intéressant. Mais ça n'a pas été important pour la masse de tout ce qui nous entoure, pour cette expression que j'ai trop souvent vue. C'est important pour d'autres raisons. La masse des objets que vous avez autour de vous, elle est pour plus de 95% due à l'interaction nucléaire forte. Et cette interaction nucléaire forte, elle met en avant la propriété un peu étrange que la masse d'un objet n'est plus la somme de la masse de ses constituants. À notre échelle, si je prends 2 pommes, la masse de 2 pommes, c'est à peu près la même chose que la masse d'une pomme plus la masse de l'autre pomme. Il existe bien en réalité une interaction entre les deux, mais elle est extrêmement faible. Mais pour nos particules élémentaires, ce n'est plus le cas. C'est l'interaction entre elles qui est responsable de la plupart de cette masse. Voilà. Donc merci pour votre attention. J'espère que j'ai été clair et que vous avez plein de questions maintenant. Bon, Julien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je me sens plus légère d'ailleurs qu'avant de t'entendre. Donc, je comprends bien. Donc, c'est les petites flèches entre les particules élémentaires qui font la grande majorité de mon poids. Donc, c'est des petites flèches d'interaction. Et même, c'est bon, un peu poétique. Hein. C'est l'interaction entre des particules qui sont confinées d'ailleurs, qui est
Voilà, exactement. Donc, bon, c'est même magique vraiment pour cette première interaction entre des personnes intéressées à la science et aussi à la francophonie. Bon, mais écoute, ça a été très intéressant. D'ailleurs, bon, moi, je m'intéresse beaucoup à la physique, même si mon domaine, c'est la biologie moléculaire. Et je pense que ça a été très, très, très intéressant pour comprendre un peu tous ces éléments qui semblent tellement, tellement difficiles à comprendre. Euh, Moi, je vais passer à voir si on a des questions. Mais je peux commencer moi-même parce que moi je fais je fais des cours à des étudiants de médecine sur la radio, enfin sur la radiobiologie, disons. Donc, il faut que je leur montre tous les éléments de radioactifs naturels, bien sûr, mais aussi les artificiels, d'ailleurs, qui ont été premièrement générés par le couple Joliot-Curie, d'ailleurs, Mhm. et son application à la médecine. Et alors, pour comprendre un peu comment les éléments radioactifs qu'on utilise, bon, ou même les radiations électromagnétiques qui s'utilisent en médecine, pour comprendre ça, je commence un peu, oui, à leur expliquer la matière et tout ça aussi pour comprendre les antiparticules comme le positron. Donc, bon, j'explique un peu comme ça. Bien sûr, je ne suis pas physicienne, donc, mais pour comprendre un peu, donc le boson de Higgs, c'est l'interaction entre pas les particules élémentaires qui composent le noyau des atomes, mais plutôt entre atomes ou entre les autres constituants, donc le noyau et les électrons. Non, C'est le noyau de Higgs va intervenir uniquement sur les particules élémentaires. Donc, d'accord. va Ah, agir d'accord. à l'intérieur du noyau dans un certain sens. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, Euh, les d'accord. Et noyaux donc, entre eux, ils vont interagir avec l'interaction nucléaire forte, l'interaction nucléaire d'accord. faible, l'interaction électromagnétique, mais pas via ce boson de Higgs, ou alors très indirectement. Très bien. Et donc, bon, alors, comment on a découvert ce boson de Higgs? C'était dans ces accélérateurs hein, super énergétiques qu'on a à Genève, c'est vrai? Oui, c'est Et, ça. et c'est là qu'on l'a vu. Et comment on découvre ces particules? On peut voir comment, parce que ton travail, c'était vraiment théorique de calculer des masses s'il y avait d'autres particules, enfin des particules qui avaient une autre, enfin des composants qui étaient différents de ceux qu'ils ont, ces particules du noyau atomique. Mais comment on découvre? Qu'est-ce que c'est physiquement, disons? Comment on le voit? Parce que il y a toujours ces schémas de petites boules qu'on s'imagine, le noyau, les atomes, les électrons et tout ça. Et à la fin, on est un grand vide, n'est-ce pas? Donc, comment on voit, comment on trouve ces particules? Tu peux expliquer un petit peu? Mhm. Alors, il faut quand même rappeler que la physique des particules, ça va se diviser en différentes sous-communautés. Donc, il y a les expérimentateurs et les théoriciens, c'est la grosse division. Puis, on pourrait mettre au milieu les phénoménologistes. Et dans les théoriciens, moi, en tant que classiciste, je suis un petit peu sur le côté par rapport au reste de la théorie. Donc, par rapport à tout ce qui est expérience, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais je vais essayer de répondre à cette question. Donc, comment on a détecté le Higgs? On a des faisceaux de protons qui vont s'entrechoquer dans le LHC. Et ces faisceaux de protons, en pratique, euh, à l'intérieur, c'est les quarks de chaque proton qui vont pouvoir interagir entre eux plus. Et ça va créer tout un gros foutoir de particules. Et il y a vraiment, pour les expérimentateurs,
un travail très très lourd pour réussir à distinguer ce foutoir des particules, le bruit de fond du signal. Qu'est-ce que c'est notre signal? Est-ce qu'on a plus de photons qu'on reçoit que ce qu'on attendait? Et ça peut être un petit peu plus, qu'on a un tout petit peu plus de photons que ce qu'on attendait, mais comme on sait très bien ce qu'on attendait, on peut regarder la différence. Et si on connaît bien la différence, on sait qu'on a détecté quelque chose. En particulier pour le Higgs, je n'ai pas d'image ici, mais ce qu'on voit, c'est que cet excès, par exemple, de 2 photons dans le cas de CMS, on va la retrouver pour une certaine plage d'énergie. Et si on a vraiment une excitation, si on a une toute petite zone d'énergie où d'un coup on aura nettement plus de photons qu'attendu, alors que dans toutes les autres zones d'énergie, c'est comme ce qu'on attendait, c'est un signal assez fort du fait que là, il y a quelque chose qui se passe. Cette petite zone d'énergie correspond aussi à la masse du Higgs. Super. Donc c'est vraiment un processus qu'on attend. On théorise sur ce qu'on devrait voir, si on peut le voir, qu'est-ce qu'on verrait, et on cherche ça, c'est ça? Oui, il y a le travail de plein de gens différents Oui, pour bien réussir sûr, à aller après à la conclusion. Voilà, c'est pas juste une personne absolument. qui voit directement la chose. Super. Ben, je vais passer la parole à Pierre Corvillain, qui a une petite question et je pense qu'il peut la poser lui-même si c'est possible. Maria, si on fait parler à Pierre. Ouais. Bonjour Voilà, Pierre. je crois que je Ah, suis démuté. J'avais une question par rapport aux simulations que tu disais que il y avait un problème technique de faire la masse du quark plus petite que ce qu'elle est en vrai, que vous le faisiez toujours plus grande. Mais si on arrête complètement l'interaction de X, alors les quarks, ils n'auront pas de masse. Du coup, je t'ai intéressé de savoir pourquoi ces simulations, ça ne marche pas quand on fait la masse du quark plus petit. Et qu'est-ce qui se passe si on va vers zéro, quoi? Est-ce que ça change ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Alors, c'est des problèmes purement algorithmiques, enfin, purement. En fait, c'est un problème de mettre différentes échelles en même temps sur l'ordinateur. Si on a la masse petite, ça fait une basse échelle d'énergie à mettre sur l'ordinateur. Et on a besoin en même temps d'une masse élevée qui est, parce que la masse, c'est l'inverse d'une distance. Donc masse élevée, ça veut dire petite distance, ça veut dire qu'on a besoin de faire notre réseau de plus en plus fin. C'est juste un problème de temps de calcul, du coup. Voilà, du coup, il y a trop d'écart il y a un grand écart à faire entre nos deux échelles qui fait qu'il y a besoin d'énormément plus de variables et ça devient très très long. D'accord. En théorie, ouais, c'est juste un problème technique. En théorie, on pourrait s'en approcher, on pourrait peut-être pas aller à zéro tout pile, il doit y avoir un pôle, mais on pourrait s'en approcher arbitrairement près. Ok, ça va, merci. ben Merci pour le théorie. Pierre, tu peux nous dire tu es où, à Madrid ou en Espagne? Oui, à IFT, à Madrid, à IFT. Ah, d'accord. Ah, Vous vous connaissez, d'accord. Super. Ben, je suis bien contente que tu sois venu. merci à Merci vous. beaucoup. Merci. On peut avoir aussi Pierre Fleury qui a une petite question un peu technique, mais on peut l'écouter. Bonjour Pierre. Bonsoir. Et un autre Pierre de l'IFT. Ah, c'est un autre Pierre Fleury, Non, on a un IFT. cluster là. Mais alors, il faut que j'aille à l'IFT, connaisse tous ces Français qui Ah, sont là-bas. Bon, tu peux poser ta question. Merci. merci pour la présentation, c'est très intéressant. Et moi, c'est une question en fait un peu à la fois technique et à la fois un peu bête, mais je pense que je devine la réponse, mais on va voir. Donc, tu as dit, si j'ai bien compris, donc tu dis que l'essentiel de la masse de n'importe quel objet, donc elle est dans les gluons. Et la question que je me posais, c'est sous quelle forme est cette énergie? Est-ce que c'est une énergie, par exemple, cinétique des gluons, une énergie de masse de ces gluons, ou est-ce que c'est plutôt une énergie d'auto-interaction? J'imagine que c'est la dernière option, mais Bien,
J'aurais du mal à distinguer deux types d'énergie comme ça. Clairement, c'est une auto-interaction du champ du gluon avec lui-même. C'est ça, et c'est ça qui Euh, est responsable de la majorité de l'énergie des hadrons. oui, c'est ce condensat. Ouais, d'accord. Ouais, c'était tout. Oui, merci Pierre. Bon, je pense que le sujet vraiment est très intéressant, mais c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas très familiarisées, on entend là dans les nouvelles, on entend ces découvertes et vraiment c'est difficile. Donc bon, je crois que ça a été très très bien de nous montrer et de nous montrer, bon, chez nous, chez notre masse, enfin, pour notre masse, pour notre poids, pour notre monde vraiment très, 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 très proche. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, mais peut-être des commentaires plutôt. Si quelqu'un veut le faire, on peut voir. Sinon, je pense on est bien dans le temps. Je ne sais pas si on veut, s'il y a des spectateurs qui veulent se retrouver avec Julien un peu plus enfin proche pour peut-être poser des questions. Ah, il y a Ivan oui, qui pose une autre question. Enfin, Ivan, tu peux la poser quand même. Merci. Maria, ¿le puedes dar? Allô? Peut-être je peux moi-même. Ivan. Oui, je peux. Bonjour. Bonjour. Ah, Bonjour. tu peux parler? Oui? Allô? Oui. Merci Oui. Julien, très intéressant. Merci. Bonjour Ivan. Bonsoir. D'ailleurs. Une petite question sur le travail avec les cosmologues. Est-ce que vous avez essayé aussi de travailler avec les cosmologues et voir où est-ce qu'on peut vous placer votre recherche par rapport à la recherche en cosmologie? Alors, moi, j'ai un peu travaillé à un petit moment, sur un sujet qui pourrait se rattacher à la cosmologie. C'est ce qui est matière noire via la solution de l'action. Ce que les gens connaissent plus, ça va être les WIMP, les solutions basées sur la supersymétrie. Mais il y a une autre solution qui est de plus en plus populaire en ce moment, c'est les actions. Et donc, il y a moyen de faire des calculs en QCD sur réseau qui vont contraindre la masse de ces actions, de ces particules hypothétiques qui pourraient être des particules de matière noire. En général, il n'y a pas des tonnes d'interactions, mais il y en a aussi. Il n'y a pas des tonnes d'interactions entre la cosmologie et la QCD sur réseau. Mais de temps en temps, il y en a. Ok, merci. Merci beaucoup, Ivan. Je sais que tu es à Madrid, que tu travailles à l'UAM et que tu es informatique. Oui, informaticien, mais Informaticien, avec un voilà. cœur de physicien. Ah, super. Alors, moi aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Super. Bon, alors voilà, je pense qu'on est arrivé à temps pour remercier bien sûr tous ceux qui ont été avec nous dans cette premier café scientifique en français de l'Université Autonoma de Madrid. Et j'espère que vous allez vous intéresser par d'autres sujets. Bien sûr, c'est tellement varié ce qu'on va vous présenter. Même au mois de décembre, je pense que ça va être le 3e jeudi, pas le dernier jeudi, mais l'avant-dernier jeudi du mois, ou même, on va le lancer bien sûr sur les réseaux sociaux, donc vous allez le voir. On reste interconnectés. Et voilà, on va voir
le prochain, ça va être sur les femmes écrivaines francophones depuis l'Afrique, de l'Afrique au monde amérindien, donc au Canada. Et le troisième, donc, qui sera au mois de décembre, je vous dis, ce ne sera pas le dernier jeudi puisque ce sera férié, mais celui d'avant. On aura un parcours avec les préludes de Debussy et au piano avec une prof de l'UAM, donc ça va être très émotif, très, très beau. Et voilà, merci beaucoup Julien, vraiment je te suis très reconnaissante parce que bon, il fallait partir et je pense que ça a été super intéressant, super entraînant et super informatif que bon, le monde francophone à l'UAM existe. Donc, soyez tous les bienvenus à ces rencontres et merci beaucoup d'être venus. Et voilà, si tu peux rester quand même, s'il y a quelqu'un qui veut rester pour parler un peu plus, mais enfin, on attend 10 petites minutes. Et voilà, merci beaucoup à tous. À la prochaine, ce sera le dernier jeudi du mois de novembre. Merci beaucoup. Au revoir.